On pense souvent à l'addiction comme à une prison, n'est-ce pas? Mais et si c'était autre chose? Et si c'était en fait une sorte de porte dérobée? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment on peut transformer cette compulsion qu'on subit en un vrai choix, un choix conscient. C'est un peu un voyage au cœur de nos propres mécanismes, et l'idée, c'est de le faire ensemble. Et voilà la question qui peut vraiment tout changer. La voici. Et si l'addiction, ce n'était pas du tout une faiblesse morale? Si c'était plutôt une stratégie de survie? Alors oui, une stratégie dysfonctionnelle, peut-être maladroite, c'est sûr, mais au fond, une tentative presque désespérée de gérer une souffrance. Cette idée-là, c'est la clé. C'est elle qui ouvre toutes les portes de l'approche qu'on va décortiquer, une approche qui mise tout sur la compassion et beaucoup moins sur le jugement. Alors, mettons les deux visions face à face. D'un côté, on a la vision classique, vous savez, celle de la faiblesse morale, du manque de volonté. C'est une vision qui, soyons clairs, génère surtout de la honte. Et de l'autre côté, on a cette compréhension qu'on appelle fonctionnelle. Et là, c'est beaucoup plus puissant. Parce que l'addiction n'est plus vue comme un défaut, mais bien comme une tentative, maladroite certes, de réguler ses émotions. Ce n'est plus un secret honteux, mais un processus bien interne qui a sa propre logique. C'est vraiment ce changement de regard qui est le point de départ de toute transformation possible. Ok, super la théorie, mais en pratique, on fait comment? Eh bien, le chemin, il est plutôt bien balisé. On a 4 grandes étapes, 4 verbes d'action qui vont être un peu comme nos points cardinaux dans ce voyage. D'abord, reconnaître, puis reformuler, ensuite ritualiser autrement, et enfin, renforcer. Allez, c'est parti, explorons ensemble cette feuille de route. On commence donc par la première étape, et elle est absolument cruciale, reconnaître. Mais attention, là, on ne parle pas du tout de reconnaître une faute ou de culpabiliser. Non, non, il s'agit de reconnaître, de comprendre la fonction qui se cache derrière le comportement. C'est un peu comme se transformer en détective de soi-même. L'objectif ici, il est super clair. On veut passer du jugement à la compréhension. On arrête de se demander mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et on commence à se demander ok, à quoi ça me sert ce comportement? Quelle douleur ça vient apaiser? Quel vide ça tente de combler? Vous voyez? C'est un renversement total de la perspective. Et pour y arriver, on a des outils assez précis. On va utiliser des questions ouvertes. Pas le fameux « pourquoi tu fais ça » qui juge, mais plutôt quelque chose comme « qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, sur le moment ?» On va explorer ce qui se passe dans le corps, dans les émotions. Et le plus important, on valide la souffrance. On reconnaît qu'à la base, il y a une intention de survie. Rien que ça désamorce une bonne partie de la honte. Et ça ouvre enfin un espace pour que quelque chose puisse changer. Bon, on arrive à la deuxième étape. Et là, c'est un vrai pivot. On a commencé à comprendre le pourquoi du comportement, maintenant il est temps de s'attaquer au comment on se raconte cette histoire à soi-même. L'idée, c'est de reformuler tout ce récit interne. L'objectif, c'est une belle image. C'est de reprendre le stylo, de reprendre en main le scénario de sa propre histoire, d'arrêter de jouer le rôle du personnage passif, celui qui subit, pour enfin devenir l'acteur ou l'actrice principale de sa vie. Et ça, ça passe par une transformation en profondeur du dialogue qu'on entretient avec soi. Cette petite voix, on la connaît bien, hein? Ce petit monologue interne qui répète en boucle « je ne peux pas m'en passer ». Cette phrase, c'est vraiment le son de l'impuissance. Elle nous enferme littéralement dans une prison sans barreaux. Une prison où l'idée même de choix semble avoir complètement disparu. Et maintenant, regardez bien. C'est presque magique ce qu'un simple changement de mot peut faire. Le « je ne peux pas m'en passer » se transforme en « je cherche à me procurer ». Vous sentez la différence? Elle est énorme. Chercher, ça veut dire qu'on est en mouvement, qu'on est actif. Soudain, il n'y a plus de fatalité. Il y a une quête, un désir, et donc la possibilité d'un choix. C'est là, précisément, que le pouvoir d'agir commence à renaître. Alors, comment on fait concrètement pour opérer ce changement de récit? On utilise des techniques bien précises. L'idée, c'est de démêler les fils de la pensée, tout en douceur, sans jamais se brusquer. Une des clés, par exemple, c'est de bien séparer la personne de son comportement. On ne dit plus « je suis addict », mais plutôt « je vis avec une addiction ». Ça change tout. Chaque nouvelle phrase comme ça, c'est une petite graine d'autonomie, de contrôle que l'on vient planter. Troisième étape, l'action. On a travaillé sur la compréhension, sur le langage. Maintenant, on passe au concret, le recablage. Parce que, bien sûr, il ne suffit pas de penser différemment. Il faut aussi faire différemment pour construire de nouveaux chemins dans notre cerveau, de nouvelles habitudes. Et là, il y a une règle d'or à connaître. La nature a horreur du vide, et notre cerveau, c'est pareil. L'objectif, ce n'est jamais de juste supprimer un comportement. Ça, c'est la recette parfaite pour l'échec. Le vrai objectif, c'est de substituer, de remplacer. On doit activement rediriger les circuits de la récompense dans notre cerveau vers de nouvelles sources de satisfaction, des sources plus saines et surtout plus durables. Et cette substitution, elle se fait avec des choses très très concrètes, parfois même des choses qui paraissent ridiculement simples au début. On parle de planifier des micro-habitudes de 2, 3, 5 minutes.
Par exemple, au lieu de céder à l'impulsion, hop, on prend 3 grandes respirations. Ou bien on va marcher 5 minutes dehors, ou on écrit juste une phrase dans un carnet. Chaque petite action comme ça, c'est une manière de dire à son cerveau « Hé, regarde, on peut trouver du plaisir et de l'apaisement ailleurs ». Il faut bien comprendre le principe neurobiologique qui est derrière tout ça, c'est fondamental. Notre cerveau ne désapprend pas par l'absence, il apprend par la substitution. C'est une incroyable machine à apprendre. Donc pour lui faire oublier un vieux chemin neuronal bien creusé, il faut lui en proposer un nouveau, un qui soit plus intéressant, plus gratifiant. En fait, on ne lutte pas contre une habitude, on en construit une meilleure à la place. Et nous voilà à la dernière étape, celle qui vient cimenter tout le travail qu'on a fait avant, renforcer. Là, il s'agit de consolider ce qu'on appelle l'agentivité. C'est un peu un mot technique pour dire notre capacité à être le pilote de notre vie, et non plus juste le passager qui subit le trajet. L'objectif ici, c'est de bâtir une motivation qui vient vraiment de l'intérieur. On sort de l'époque où l'on doit se forcer à ne pas faire quelque chose. On entre dans une nouvelle ère, celle où l'on choisit de faire autre chose. Et ça change tout. C'est la différence entre une volonté qui nous contraint et une volonté qui nous libère. Une volonté qui est nourrie par une vraie bienveillance envers soi. Pour vraiment bien ancrer cette nouvelle posture, là encore, on a des outils puissants. Le dialogue interne guidé, par exemple, qui nous apprend à devenir notre propre coach, mais un coach bienveillant. L'écriture, le journaling, qui nous permet de célébrer chaque petite victoire, mais aussi de regarder les faux pas avec plus de compassion. Petit à petit, on se reconnecte à ses valeurs profondes, à ce qui compte vraiment pour soi. Et le but, c'est que ce changement ne soit pas juste une habitude de plus, mais qu'il devienne une partie intégrante de qui on est. Alors au final, où est-ce que tout ce chemin nous mène ? C'est quoi la destination de ce grand voyage, de cette transformation ? Eh bien, ce voyage, il nous transforme vraiment sur plusieurs niveaux. On passe d'un état de simple survie, où on est tout le temps en réaction, à un état de présence, de pleine conscience. On passe de la compulsion, ce truc automatique qu'on subit, au vrai choix, délibéré, assumé. Et au bout du compte, le plus important peut-être, c'est qu'on passe d'une vie qui est guidée par le manque à une vie qui est remplie de sens. C'est ni plus ni moins qu'une reprogrammation complète de notre relation à nous-mêmes et au monde. Et on va terminer avec cette idée qui est peut-être la plus forte de toutes. Quand on arrive à ce stade, le changement n'est plus un effort constant, ce n'est plus une lutte. L'engagement dans tout ce processus, ça devient un acte identitaire. C'est une affirmation de la personne que l'on choisit de devenir. Ce n'est plus quelque chose qu'on fait, c'est ce qu'on est. La question finale, en fait la vraie question, c'est peut-être simplement celle-là. Qui choisit-on de devenir aujourd'hui ?